Il est 10 heures passées de quelques secondes à Bibémir 1 et 2 ainsi qu'à Mora. Nous sommes dans la partie septentrionale du Cameroun. Mesdames et messieurs, sentez-vous saluer et soyez les bienvenus à votre programme de tous les matins sur Info TV lorsqu'il est 10 heures. Il s'agit naturellement de votre programme Espace Séminé qui, comme à l'accoutumée, ne va pas déroger à la règle. Nous aurons aujourd'hui, mesdames et messieurs, le temps de passer bien sûr la revue de presse, de parler de la dénonciation du jour, mais aussi de s'acclimater avec la thématique centrale qui sera arrêtée pour la circonstance. Et vous le savez, on avait préconisé cela depuis hier parce que la rétrospective peut aussi être faite dans le cadre de cette émission pour nous rappeler effectivement que la journée consacrée à la lutte contre le travail faite par les enfants était dédiée. Cette journée a été célébrée hier. On a le temps de revenir sur la question aujourd'hui pour s'interroger si véritablement ce combat peut avoir lieu et quand il peut avoir lieu, peut-il avoir des résultats importants pour la bonne vie et la bonne marche de la société partant des enfants. Lutte contre le travail des enfants, peine perdue, on s'interroge dans le cadre de cette émission. Espace Miné qui fait toujours l'honneur d'accueillir sur son plateau des hommes et des femmes avérés pour l'analyse profonde des thèmes arrêtés. Le cas de ce sujet dont j'ai présenté il y a quelques instants. Et pour en parler, nous avons justement notre consultant permanent qui répond toujours présent lorsqu'il est 10 heures. Il s'agit du très sage Blériot Onyemec. Bonjour. Bonjour, Monsieur Fangono Jean-Bruno. Bonjour à votre impressionnant panel. Je suis heureux d'être associé à cette réflexion ce matin. Ce matin, avant ce qui est pour nous l'habitude, nous voulons d'abord rappeler que nous avons perdu un illustre homme politique, Ni John Frondi. Oui, le chairman du SDF, l'un des hommes politiques les plus marquants de la scène politique ces 30 ou 40 dernières années. L'évocation de son nom me rappelle beaucoup de souvenirs en politique et dans la politique camerounaise. Si je devais commencer à en parler ici tout de suite, ça risquerait d'être le sujet à l'ordre du jour. Mais je veux simplement faire remarquer à ceux qui ne l'ont pas connu que John Frondi a eu une trajectoire particulièrement impressionnante comme politicien. Il a commencé comme membre du RDPC, il a été à l'UNC. Il a été il a été candidat à la section du RDPC de la MESAM comme président de section. Il a été battu par un certain Achidi Achou. Simon. Il a démissionné du RDPC et avec un certain nombre de fathers, ils ont créé le SDF. Parce qu'il faut lui rendre hommage. Oui. Il était un homme particulièrement charismatique. Il n'est pas de la première heure. Tout comme je peux rapidement faire le parallèle. Maurice Kamto n'est pas de la première heure du MRC. Mais lorsqu'un homme très charismatique arrive après les premières heures, après les premières heures, on a tendance à lui confier les rênes du parti. Les rênes du parti ont donc été confiées à John Frondi et il a mené de main de maître, allant jusqu'à des victoires qui ont été, tout le monde se comprend au Cameroun. Il a contribué à éviter que le Cameroun ne tombe dans un chaos. Il a fait un choix politique, c'est les choix de politiciens, mais il nous a évité un chaos. Parce que la réalité, pour rendre hommage et dire la vérité sur Frondi, c'est que si Frondi avait vraiment revendiqué ce à quoi il avait droit à un moment donné, nous aurions sombré dans un chaos. Les Français ne voulaient pas de Frondi. La métropole française ne voulait pas de Frondi. Par la suite, il s'est adapté, malheureusement, aux camerounaiseries, aux pitreries que nous vivons dans l'espace politique camerounais. Mais je crois, il a fait de son mieux, ce n'est pas évident. Vivre comme opposant face à un régime qui s'est sédimenté, qui s'est fossilisé, ce n'est pas évident. Moi, je garde de lui le tempérament d'un homme très courageux, parce que c'est ces années-là pendant lesquelles on voyait un opposant défier l'ordre public lorsque celui-ci était contraire aux bonnes mœurs ou lorsque celui-ci violait librement la démocratie. Il est même devenu un mythe parce que nous, tout petits, j'ai été dans la ville de Mbalmayo, on se rappelle qu'il y avait un policier qui avait pensé tirer sur Frondi et il serait mort quelque temps après. Il y avait aussi des épopées comme ça qui tournaient autour du nom de l'homme. Récemment, dans la crise anglophone, il a fait du mieux qu'il pouvait.
Malheureusement, il n'a pas été beaucoup écouté. C'était donc un homme, mi-figue, mi-raisin, mais c'était un homme. Je vais donc sortir en donnant la citation du jour, si vous permettez. C'est le cas. La citation de ce jour, je veux vous la donner comme je l'ai écrite. La voici. Refusez d'être un fonctionnaire de la vie. Soyez un entrepreneur de la vie. Votre vie vous appartient. Ne l'offrez pas à la diligence des autres. Refusez d'être un fonctionnaire de la vie. Soyez un entrepreneur de la vie. Votre vie vous appartient. Ne l'offrez pas à la diligence des autres. Je n'ai pas dit dans la citation que ne soyez pas fonctionnaire dans votre vie, parce que le fonctionnariat a quelque chose de mécanique, de répétitif, de compulsif. Être un fonctionnaire de la vie, c'est laisser que les autres gèrent votre vie, vous programment, vous disent. Ce n'est pas le fonctionnariat qui consiste à aller au travail. Mais beaucoup sont des fonctionnaires de la vie. On leur a dit que quand on a un certain âge, il faut se marier. Quand on commence à travailler, il faut construire une maison. On leur a dit tellement de choses qu'ils essayent de répéter sans se demander si ces choses contribuent réellement à leur bonheur. Et si ça convient à leurs besoins. Voilà. Ce qui fait le bonheur de l'un ne fait pas forcément le bonheur de l'autre. Même s'il y a une commune mesure du bien-être, le bonheur, lui, il est beaucoup plus personnel. Donc, refusez d'être un fonctionnaire de la vie. Soyez un entrepreneur de la vie. Votre vie vous appartient. Ne l'offrez pas à la diligence des autres. C'est compris. Merci. Après vous, nous accueillons à l'instant même Bernardo Basson, qui est encore l'homme de la dénonciation. Avant de parler de dénonciation, il nous enseigne beaucoup de bonnes choses tous les matins, parce qu'il s'est donné ce devoir-là depuis très longtemps, de nous dire la journée qui est célébrée, toutefois que cela est le cas. Bonjour à vous, très cher Bernardo. Bonjour Jean-Bruno Ifangono, bonjour à nos téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être là ce matin. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'albinisme. Vous savez que l'albinisme dans notre société a connu une évolution assez particulière, parce que dans les temps anciens, c'était considéré comme une maladie de l'infidélité, comme étant un acte de sorcellerie, comme étant le produit des situations inexpliquées et inexplicables, à tel point que certaines familles se divisaient, se liquéfiaient parce que des enfants albinos arrivaient à la vie. Mais à mesure que le temps a passé et que la science a évolué, on s'est rendu compte que en fait c'est juste un manque de mélanine qui pigmente la peau. Donc on a des personnes qui sont de couleurs différentes et qui sont peut-être exposées ou alors plus sensibles aux rayons ultraviolets du soleil. Mais techniquement, il n'y a rien de profondément dommageable à être albinos dans la société moderne. Ils doivent être intégrés, acceptés comme tout le monde, et on doit bien sûr leur donner la place qu'elle a leur sur le plan social. Concernant le chairman John Fundi, personnellement, je suis un tout petit peu affecté. Affecté parce que quand on a connu quelqu'un directement, forcément, on est toujours un peu choqué par son départ. Parce que moi, il y a de cela quelques années, j'étais dans la ville de Bamenda. Et le chairman John Fundi, c'était un vrai ressortissant de Bamenda. C'est un peu comme tous ces gens là-bas sont, c'est-à-dire gentils, accueillant, courageux, disponible et serviable. Donc c'était vraiment quelqu'un de gentil. Moi j'étais là-bas en tourisme, et puis on m'a emmené, on appelait là-bas Tarinkorn, quelque chose comme ça. Je prononce mal, pardonnez-moi si je prononce mal, mais c'est là-bas qu'il y avait son domicile. Oui, une grande bâtisse quand même. Donc j'y ai été, et il était sorti ce jour-là sur le balcon avec un tissu blanc. C'est-à-dire, il était habillé un peu comme des moines avec un tissu blanc. Et j'étais un peu effrayé parce que je le vois tout le temps à la télé, j'étais un peu effrayé. Et il m'a parlé en français. Il m'a dit bonjour. Je ne sais pas comment il a su que j'étais pas de là. Bon, peut-être les nouveaux forcément se remarquent. J'ai répondu bonjour, chairman. Il me dit, tu viens d'où? J'ai dit, je viens de Yaoundé. Et puis il m'a demandé de prendre un café. J'étais vraiment émerveillé de voir un si grand homme, dont je garde un très bon souvenir de la personne. Et un très bon souvenir de la région, c'est-à-dire du nord-ouest, vraiment des frères Bamenda. C'est vrai, aujourd'hui elle est meurtrie par le conflit, forcément on est choqué, mais c'est vraiment des personnes qui sont bien à vivre, qui sont très très gentilles. J'espère vraiment que la paix reviendra de ce côté-là durablement. C'est tout notre souhait.
Merci à vous d'avoir une fois de plus accepté répondre présent ce matin dans le cadre de l'émission Espace Miné. Le troisième invité, mesdames et messieurs, c'est un homme qui est le président du Conseil national à part. Le coordonnateur national. Il est là ce matin pour apporter du sien dans le développement de votre émission de ce jour, Espace Miné. Il s'agit de Brice Momo. Bonjour. Bonjour Jean-Bruno. Bonjour au panel. Je vais commencer l'émission par l'actualité qui est le décès Inévitablement. C'est un grand homme qui est parti. D'un grand homme Fundi, John Fundi, que j'ai particulièrement connu parce que je fus pendant 8 ans président de la région EDF Espagne. Et c'est un homme, chacun peut avoir ses avis divergent, mais comme disait le panéliste, il a marqué la politique camerounaise. Et vous allez même remarquer que 80% ou 90% des hommes politiques au Cameroun sortent du EDF, de l'opposition. C'est comme un centre de formation. Si vous faites le tour, tous ceux qui sont leaders d'un parti, vous allez voir qu'ils ont été quelque part au EDF avant de rentrer dans l'opposition. Ils ont passé quelques jours avec le EDF. Regardez les leaders, la majorité, les nouveaux partis créés sortent du EDF enfin. Et c'est un homme qui a vraiment il m'a marqué. Je retiens une anecdote avant que les événements du Nord-Ouest ne prennent l'allure où ça a pris. J'étais encore EDF, on était au NEC, on a fait un exécutif congrès, il a dit, après la victoire des Lions, au Gabon, je crois. 2017. Oui. Et il était à la réception du trophée au palais. Et les ambassadeurs l'ont écrit pour lui demander de ne pas aller. Qu'il ne fallait même pas qu'il mette pied. Alors il y était. Donc les ambassadeurs avaient son numéro. Ben c'est quelqu'un d'eux, mais tout le monde peut l'avoir. Tout le monde peut l'avoir, M. Jean-Bruno. Donc ils l'ont menacé de ne pas aller. Il est quand même allé. Il a reçu le trophée. Et au retour, il nous dit au NEC, des gens m'ont dit de ne pas aller à Yaoundé pour recevoir les lions des Camerounais. Mais est-ce que vous remarquez que cependant, la salutation, avec le président de la République, Paul Biya, il m'a salué, il voulait avancer, j'ai retenu sa main. J'ai dit que Mr. Président l'a fait, s'il va prendre une allure. Il me dit c'était l'occasion pour moi. Parce que si j'écrivais, ça allait prendre des jours et des jours. Alors pourquoi les gens m'empêchent? J'ai profité pour lui dire, il voulait passer, j'ai arrêté la main. J'ai dit qu'ils faisons quelque chose, la fête est en train de prendre de l'ampleur. Voilà, donc c'est un homme, un grand homme. Donc il a amélioré, grâce à lui, beaucoup de choses sont améliorées dans ce pays. Oui, vous permettez. Hein. Allez-y, Blériot, vous l'ajoutez quelques mots. Ni John Fundi a occupé la scène politique camerounaise de manière majestueuse et tel un ouragan. Il y aura désormais en politique au Cameroun, un avant et un après Fundi. Ce qui n'en fait cependant pas encore l'équivalent du Christ. C'est un homme, avec tout ce que cela comporte. Et je veux le dire avec force et autorité, c'est pas parce qu'il est décédé. Beaucoup de nos politiciens n'ont pas l'étoffe de Fundi. Ah ouais, c'est vrai. Beaucoup de nos politiciens n'ont pas les... Il est facile. Hein? Il y en a qui regardent la politique sur le bord et disent si j'étais là, j'allais résister à ce, j'allais refuser ça, je n'allais jamais saluer Biya. Vous ne saluez jamais Biya, est-ce que Biya lui-même d'abord saluer les gens? Donc, si votre programme c'est de ne pas saluer Biya, vous pouvez être tranquille, lui ne veut pas saluer les gens. L'anecdote que vous rapporte le copanéliste vous renseigne sur la difficulté qu'il y a pour un politicien de ce rang de passer une information au chef de l'État. Que dire donc des politiciens du dimanche, ainsi de suite. Ou encore de nous qui ronronnons souvent dans les médias. Ce n'est pas évident. Il a mené un combat noble. Il se retire à 82 ans. Moi, je sais que le Cameroun retiendra beaucoup de choses de Ni John Fundi. Ah oui. Merci à vous, messieurs, pour cette participation et surtout cet hommage rendu à ce grand homme, le chairman Ni John Fundi, qui nous a quittés aux environs de 23h30 hier. Mesdames et messieurs, la suite de votre programme, c'est tout à l'heure. Après cette virgule, le temps pour nous de préparer le terrain pour accueillir l'homme de la revue de la presse, le célébrissime et même l'inamovible TVB, Théophile Vianney-Biya. À tout à l'heure. Théophile Vianney-Biya, bonjour.
Jean-Bruno Efangono, JBE, bonjour également à votre panel ce matin. Je vais saluer très respectueusement toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs et je vais m'incliner devant la mémoire du chairman John Fundi. Recevez les salutations de Vincent Akam, l'entrepreneur et des P de Koum. Merci beaucoup. Merci à Vincent Akam que je salue très affectueusement ce matin. Alors, que disent les presses? Les journaux qui sont disponibles en kiosque nous présentent pas mal d'actualités, notamment sur le plan politique et même sur le plan sportif. Mais nous ouvrons tout d'abord cette revue de presse Acte 2 avec le journal Info Matin de Dieudonné Mbon qui reste donc sur l'affaire Savannah. Affaire Savannah, Happy End, Paul Biya, satisfait de Judith Mengele. C'est l'actualité qui barre la grande une du journal Info Matin qui donne plus de précisions en page 4 en disant que la représentante du ministère des Finances au conseil d'administration de a brillé au cours de la session du 24 mai à Paris par son alignement sur la position réaliste et salutaire du chef de l'État. Le journal en parle ce matin et revient donc sur cette actualité en page 4. Après le journal Info Matin, on peut également retrouver en kiosque Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental qui s'intéresse à la lutte contre les discours haineux des parlementaires en mission. C'est ce que nous dit le journal Cameroun Tribune après la sortie du président du Sénat le 8 juin dernier. Sénateurs et députés annoncent des descentes sur le terrain pour accentuer la sensibilisation des populations contre ce fléau rampant. Cameroun Tribune est donc allé à la rencontre de ces parlementaires et revient donc sur cette actualité de la page 6 à la page 7. Voici ce qui s'est passé du côté de Douala. Ils font voyager un mort en douce. Deux collègues du nommé Joseph Legrand, décédé dimanche dernier, dont le nez l'ont fait passer pour un passager normal. Ils espéraient ainsi récupérer l'essentiel de l'argent débloqué par leur employeur pour acheminer le corps à Douala où vit la famille du défunt. On en parle en page 3, 36 et 37 du journal Cameroun Tribune qui revient également sur cette actualité. Laissons ce journal et retrouvons le journal Le Jour d'Aman Mana qui parle de l'affaire d'Ampulo. Le tribunal veut faire main basse sur l'argent de MPN et Chococam. Vendredi dernier, le tribunal de première instance de Douala, Bonanjo, a pris une décision ordonnant aux banques Afriland SCB, Ecobank et UBA de transférer au greffier en chef du dit tribunal les fonds qu'elles avaient cantonné dans cette affaire. Le journal revient donc sur l'affaire d'Ampulo en page 2, même son de cloche pour mutation de Georges Alain Boyomo qui parle également de cette même affaire MTN d'Ampulo entre accusation et récusation. Les avocats de la défense soupçonnent le juge de partialité. La cour d'appel a été saisie pour le transfert du dossier devant une autre juridiction. On en parle en page 7 du journal Mutation qui revient sur cette actualité ce matin. Affaire d'Ampulo, MTN Cameroun, le juge accusé de partialité, c'est la une du journal Le Messager de Fopius Njawe. Les avocats de la société de téléphonie mobile chargent Quentin Djapit et Ndoumbe le transfert du dossier vers une autre juridiction sollicitée. D'après l'information qui est donc présentée ce matin en page 3 du journal Le Messager qui revient sur cette actualité qui en parle ce jour. On s'intéresse à cette autre actualité. Le journal La Nouvelle Expression en parle ce matin de la crise anglophone et de Boko Haram. Le désarmement et la démobilisation s'accélèrent. C'est l'actualité qui est présentée en page 3. La guerre que le Cameroun mène sur le fond de l'extrême nord avec Boko Haram et dans les régions anglophones avec les séparatistes est bien parti pour durer alors que les déserteurs sont enregistrés en masse. Les opérations de terrorisme sur le terrain se multiplient. Mais Fayengo Francis, le patron du DDR, se félicite de ses acquis quant à la réédition des terroristes. On en parle ce matin et on revient donc sur le désarmement et la démobilisation qui s'accélère. Parlons de la crise anglophone et de Boko Haram. Fumban, un vaste trafic de stupéfiants, des bagages contenant une importante quantité de cannabis saisis dans une agence de voyage ont permis à la police de remonter le réseau qui a des tentacules jusqu'à N'Djamena au Tchad. On parle donc de cette lutte contre les stupéfiants avec ce coup de la police camerounaise qui vient de frapper un réseau de trafiquants et qui en parle ce matin en page 2. Émergence, le journal Émergence qui est en kiosque nous amène du côté de la BEAC. Les plaintes des administrateurs français sont donc
présenté ce matin en page 3 du journal Émergence, qui parle également FECAFOOT en page 11. Un membre du comité exécutif démissionne. C'est ce que nous dit le journal Émergence. Comprendre pourquoi ce membre du comité exécutif a démissionné. Le journal revient donc sur cette affaire en page 11 ce matin. Le point bi-hebdo, ce bi-hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale parle de juin 2004. Paul Biya, d'attaque, c'est la une de ce journal. Lorsque la rumeur tue le chef de l'État en juin 2004, alors qu'il séjourne à l'étranger, à son retour à Yaoundé, il donne rendez-vous pour une vingtaine d'années à ceux qui s'intéressent à ses obsèques. Au moment où l'on s'approche de ce rendez-vous, force est de constater que l'homme tient toujours bon, malgré les adversités qui perturbent sa conduite des affaires. Le journal Le Point fait donc un flashback ce matin en page 11. L'équation s'intéresse à l'Assemblée d'ONU Habitat. Les lauriers de la délégation camerounaise à Nairobi, on nous fait donc savoir que la délégation camerounaise était donc à Nairobi et cette délégation était conduite par la ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, Célestine Ketia-Courtes. L'activateur parle présidentiel 2025 au Cameroun. La Mofou et Afamba réitère: Monsieur le Président de la République, vous êtes notre candidat aux élections présidentielles 2025. Voilà le message qui vient de ce département, bastion imprenable du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Un meeting de remerciement organisé également à l'Est et le journal direct Bonjour, on parle ce matin. Blaise Moussa comme un soleil levant. À l'occasion d'un meeting à Bertois le 10 juin 2023, la région de l'Est a lancé son appel à la candidature de Paul Biya en 2025. Nous refermons cette revue de presse avec Éco Santé de Joseph Mbengboum qui nous parle de la région du centre avec la vitamine A qui est donc disponible pour plus de 95 000 enfants. On nous fait savoir que ces vitamines vont être administrées à ces enfants âgés de 6 à 59 mois du 16 au 18 juin 2023 à l'occasion de la semaine d'action de santé et de nutrition infantile et maternelle. C'est le journal Éco Santé de Joseph Mbengboum qui revient donc sur cette actualité et qui nous permet de refermer cette revue de presse acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention infiniment merci et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collecté et vous avez votre journal disponible à la maison. Merci de nous regarder tous les jours lorsqu'il est 10h. Votre fidélité nous honore. Elle reste demeure inchangeable, intouchable, inattaquable et indubitable. C'était la revue de presse acte 2 avec Théophile Vianney Biya. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci JBE, merci également à votre panel et merci à nos téléspectateurs fidèles. Merci également à vous, TVB, pour cette brillante présentation des unes. Nous sommes au courant de ce que dit la presse ce matin et toutes ces informations vont être consultées de manière profonde, comme vous l'avez si bien convoqué. Tous les lecteurs qui vont courir dès lors devant les kiosques pour prendre ces différents journaux. Merci à vous. La réalisation me fait comprendre que le temps nous tient à la gorge. On vous souhaite bien de choses pour la journée de demain, mais surtout le journal de 19h et de 20h. Ce journal reviendra essentiellement sur le décès de John Fundi. Merci et à demain. Bonne suite d'émission. Une fois plus à Théophile Vianney Biya pour la présentation des unes ce matin et nous allons continuer pour notre présentation aussi de ceux qui partagent l'intégralité de ces moments avec nous en accueillant sur ce plateau celle qui fait justement briller l'endroit. Il s'agit de votre très attendu Olivia Bossal. Bonjour. Merci Jean-Benoît Fangonoré. Bonjour à tous les chers téléspectateurs. Vous nous regardez depuis 10 heures. C'est un plaisir de retrouver votre plateau ce matin avec votre panel d'excellence et déception. J'espère être de nouveau à la hauteur. Je vous le promets. Non, ce n'est pas une promesse. Je vous le confirme. Vous serez à la hauteur. Okay. Alors, on ne va pas passer outre parce que vous avez quand même connu cet homme qui malheureusement nous a précédés, John Fundi. Ouais. En fait, oui, c'est vrai que ce que je retiens de l'homme politique, c'est que c'est le visage de l'opposition au Cameroun. C'est ce que je peux dire du regretté John Fundi qui nous a quittés hier à 23h. Vous savez, ce sont des leaders politiques qui ont marqué notre enfance. Nous sommes nés, on les a trouvés, nous avons grandi, on les a trouvés, et puis par ses idées et aussi par la qualité de son parti politique. Moi, je retiens de lui. C'est vrai qu'on a aujourd'hui des hommes politiques, on a des membres de l'opposition. Pour moi, John Fundi
est celui-là que lorsqu'on parle de l'opposition au Cameroun, c'est le visage qu'il faut coller à cette personne. D'accord. Et directement, toujours avec vous, nous allons essayer de revisiter celle-là qui nous parle du désarmement et même aussi de la démobilisation pour ce qui est de la crise dite anglophone. On parle du Nozo et même aussi du côté de Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun. On nous confirme que le désarmement et même la démobilisation sont s'accentuant. Qu'est-ce que vous dites quand vous avez... En fait, je peux dire que c'est une bonne chose pour le Cameroun parce que c'est une guerre de longue date. Si je prends le cas de Boko Haram, il me souvient, c'est depuis 2011 voilà, que la guerre a commencé. C'est le journal La Nouvelle qui nous renseigne. Voilà, effectivement. Et même, j'ai eu à faire des reportages effectivement dessus, des recherches. Donc, je connais que le conflit a démarré en 2011. Et pour ce qui est du cadre de la crise anglophone au Nozo, c'est au courant 2016. Donc, si aujourd'hui... les séparatistes ou encore les terroristes de Boko Haram, les séparatistes du Nozo adhèrent à la politique de paix du président de la République. C'est une nouvelle que nous accueillons avec beaucoup de gaieté. Comment vous l'accueillez à votre endroit, Bernardo? Quand on parle du désarmement et même de la démobilisation, on dit que ça s'accélère. C'est la meilleure chose à faire pour résorber définitivement ce conflit. Vous savez, aucune vie n'est supérieure à une autre. Donc, que ce soit du côté des forces armées, que ce soit du côté des citoyens dans le Nozo, dans le Septentrion, aucune vie n'est supérieure à une autre. Donc, une fois qu'on a déjà à l'idée que des personnes ne seront plus tuées, on peut être quand même satisfait de façon plus ou moins relative. Donc, si on réussit vraiment à mettre sur pied cela, et à désarmer toutes les personnes qui sont impliquées dans le conflit, forcément on peut être content, même si j'aimerais bien me documenter dessus, c'est-à-dire essayer de savoir qu'est-ce qui a vraiment été entrepris, parce qu'au Cameroun on est habitué à avoir des slogans, on est habitué à avoir des grands discours politiques, on est à l'approche d'une élection, il faut contenter des gens, etc. Mais j'aimerais bien me documenter dessus, savoir exactement ce qui doit être fait. D'accord. Mais sur le plan pratique, on peut être content quand même de savoir que les gens seront désarmés, vont accepter de déposer des armes pour aller vers un consensus, vers la paix durable. Être content, vous l'êtes aussi, Brice, quand vous avez cette annonce? L'annonce, oui. Bon, maintenant, c'est les faits. C'est les faits, parce que oui, c'est les faits. Avec Boko Haram... je ne sais pas si on négocie avec eux parce que c'est des terroristes. Je ne sais pas comment le Cameroun parvient à parler de dépôt des armes entre les terroristes et un gouvernement. Et lui, bon, avec les séparatistes, je trouve normal qu'on négocie parce que c'est quelque chose qu'on aurait dû le faire dès le début. Si on l'avait attaqué comme on attaque aujourd'hui le problème de tribalisme, je ne pense pas qu'on serait arrivé là aujourd'hui. On a un peu laissé faire et voilà, on est arrivé à ce niveau où nous sommes aujourd'hui. Donc, s'il y a paix au Cameroun, vraiment, c'est bienvenu, c'est bien pour tout le monde. On a nos frères anglophones qui ont abandonné, leurs villages sont un peu partout, à Yaoundé, dans les villes, c'est pas facile pour eux. Donc, il faut qu'il y ait la paix. Blérion Nyemek, tout à l'heure, dans son hommage rendu à Nidjon Frunji, Bernardo rappelait cette localité dont il fait bon vivre depuis très longtemps. Une fois vous passez dans le nord-ouest ou même au sud-ouest, vous avez l'envie d'y rester, mais cela n'a pas été le cas depuis pratiquement 6 ans aujourd'hui. Mais quand on nous dit désarmement et démobilisation, à ce sujet, on peut se dire, enfin... Le DDR, c'est comme ça qu'on appelle ce programme. Les gens le louent. Beaucoup demandent à voir l'effectivité. Moi, je me pose une question, parce que vous savez, le philosophe est une vigie, une sorte d'aiguillon. Est-ce que pendant qu'un couple se bagarre, la femme et l'homme, ils cassent les marmites, ils cassent les assiettes, on peut envoyer faire les achats au même moment? Je crains. Permettez-moi d'être dubitatif. Voilà. Vous terminez avec la bagarre, vous faites la paix et vous commencez à reconstruire. Vous terminez d'abord avec la bagarre? Oui, vous faites la paix. Parce que le nouveau matériel que vous acquérez pendant la bagarre peut être aussi cassé. Je veux dire que la paix ne s'impose pas avec les armes, d'une part. D'autre part, la paix, elle s'obtient dans les concessions. Quelqu'un l'a dit, si nous avons suggéré depuis longtemps, il y a même des va-t-en-guerre,
et tout ce que vous pouvez imaginer au Cameroun, qui ont dit non, on ne négocie pas, on va tuer tout le monde là-bas. Il y avait des gens qui tenaient ce genre de discours. Ça prendra une semaine. On leur demandait, mais de qui vous parlez? Vous parlez d'une partie de la maison qui brûle et vous dites que vous allez tuer tout le monde là-bas, vous avez le bir, vous avez... Mais ça fait mal qu'on attende autant de temps. Est-ce que parce qu'on dit qu'en politique, on a besoin de sang? La démobilisation, le désarmement et la réinsertion demandent que les populations adhèrent. Ce n'est pas un discours, c'est des pratiques, c'est des actes, c'est des faits. D'accord. Qu'on ne nous saupoudre plus, qu'on ne nous fasse pas voir ce qu'on a vu pendant le grand dialogue, où on est allé habiller quelques individus, on leur a dit allez à Yaoundé. Les déserteurs. Dire que vous êtes... Non, vraiment, c'est pas... On ne peut pas tricher avec des choses aussi importantes. Il faut un peu être sérieux. Quand on parle des choses de la nation, de la vie des gens, il faut le faire avec sérieux. L'équipe qui est là, je lui rends hommage, mais je dis, il y a encore un travail sociologique et anthropologique de fond à faire pour que nos frères sentent à nouveau qu'ils sont nos frères, que nous sommes frères. Vous voyez, les gens ont bien fait d'éviter ces concepts qu'on a voulu nous imposer, d'appeler nos frères des terroristes. Non. Dites que c'est des séparatistes, on accepte, mais ce n'est pas des terroristes. Ceux qui ont voulu imposer ce langage, aujourd'hui, ils ont de la peine à négocier avec ces gens. C'est comme ça que vous faites vos choses au Cameroun dans tous les domaines. Un joueur joue bien. Quand vous avez des problèmes avec lui, vous dites que on n'a même pas besoin de lui. Après, vous voulez quelqu'un pour aller négocier. C'est les mauvaises bouches qui ont dit des méchantes choses que vous voulez envoyer rencontrer ce joueur. Des populations meurent dans l'armée camerounaise, dans la population camerounaise, parmi nos frères qui ont désavoué les manières de faire, mais qui l'ont fait de la mauvaise manière. Il faut leur parler fraternellement. Merci infiniment pour toutes vos lectures sur la situation et surtout sur la nouvelle qui semble très bonne, mais l'applicabilité se vaut aussi accentuer pour que la paix revienne d'une manière définitive dans ces différentes parties de notre pays. Mesdames et messieurs, nous marquons juste un petit temps, le temps d'accueillir la dénonciation de Bernardo pour ce jour. À tout à l'heure. Bon retour sur le plateau de votre programme Espace Miné. Nous accueillons la dénonciation du jour. C'est une affaire de Bernardo qui va nous dire ce qu'il dénonce ce matin. Vous aurez le temps de suivre cela et aussi de continuer à participer à l'émission avec vos différentes réactions, notamment sur peut-être l'hommage à rendre à l'illustre disparu, mais aussi sur la dénonciation qui arrive, sans oublier la thématique centrale arrêtée pour la circonstance. Bernardo, qu'est-ce qu'on dénonce ce matin? Ça fait rire, la dénonciation du jour. Ce matin, on dénonce une situation comique, une situation de comédie, mais qui est assez grave et qui mérite qu'on s'arrête. Une fois de plus, vraiment, mes frères des églises de réveil vont m'excuser. Mais il est effectif, au vu des éléments qu'on a, que la semaine dernière, vendredi, du côté de l'hôpital de la Caisse, il y avait une levée de corps. Et un pasteur des églises dites de réveil est arrivé et a prié sur le corps inerte en estimant ou alors en arguant que ce corps-là allait se ressusciter. Donc il a estimé qu'il avait le pouvoir, peut-être christique, ou il avait un pouvoir que je ne maîtrise pas trop, de ressusciter les morts. Donc je crois que parfois le discours de Jésus ne passe pas très bien, au point où certains se confondent à lui et veulent faire ce que lui seul pouvait faire. Wow. Donc dans un pays comme le nôtre, je pense qu'on devrait d'abord interpeller celui-là et pour qu'il nous explique comment est-ce qu'on réussit à ressusciter. Encore qu'il n'a pas réussi à le faire parce que visiblement les obstacles se sont poursuivis et on a amené le corps, il fallait qu'on l'amène. Donc clairement, j'aimerais que les démineurs ce matin en parlent afin qu'on essaie d'en discuter, quoi. Oui. Incroyable, Bernardo. Olivia, voilà un pasteur je vais dire quoi, en spectacle. Ouais. Bon, en fait, moi, c'est vrai que je suis un peu mitigée. C'est-à-dire mon sentiment est un peu partagé. Pourquoi? Parce que
Vous croyez? Je crois quand même à des miracles. C'est-à-dire, je crois que le miracle est possible. Je crois que les morts peuvent revenir à la vie. Parce qu'on a eu cet exemple de Jésus, je crois. Mais dans ce cas précis, il y a un phénomène dans lequel certains pasteurs plongent aujourd'hui, c'est celui de la roubladise. C'est-à-dire que le désir d'impressionner. Beaucoup vont vouloir s'identifier à Jésus, mais ils omettent très souvent de certains détails. C'est-à-dire que quand Jésus il faisait parce qu'il était conduit par quelqu'un. Mais de nos jours, parce que moi, pasteur, j'ai des fidèles, je veux prouver quelque chose aux gens. Quand on veut prouver des choses aux gens, on se retrouve donc à faire de ces bêtises. Parce que ça, c'est des histoires en fait. Finalement. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes un serviteur. Encore que si vous êtes réellement un serviteur qui, soit dit en passant, vous avez cette puissance-là, il suffit juste de taper et le mort revient à la vie, comme on l'a vu avec la fille de Jairus. Lorsque Jésus a dit, jeune fille, lève-toi, et puis elle s'est levée et il a juste demandé qu'elle retrouve ses forces, qu'on lui donne à manger pour qu'elle retrouve ses forces. Mais vous voyez, il tape et en total, il y a tout un spectacle autour et puis la famille est certainement là et pleurer avec la douleur. Il y a des personnes qui parlent la langue et tout ça, c'est du bruit. Vraiment, je profite de ces dénonciations pour interpeller les serviteurs, les adeptes des églises dites de réveil à plus de sérieux. On peut parler de Jésus, on peut parler de sa foi, on peut faire des spectacles. On n'a pas besoin vraiment de tout ce tapage. Ils font trop de tapage. Je crois que hier à la rédaction, la rédaction d'Info TV s'est inspirée de ce sujet, de cette vidéo justement pour faire un sujet sur les exactions des églises dites de réveil. Donc, pour ce qui est de cette vidéo, je dénonce, mais pour ce qui est de la foi et de l'appartenance, je suis un peu réservée. Olivia dit qu'elle croit au miracle. Donc, un mort peut se réveiller quand on se rappelle que Jésus l'avait fait. Mais jusqu'ici, moi, personnellement, je n'ai pas eu vent d'un autre miracle similaire. Mais cette fois-ci, nous avons quand même devant nous une situation à dénoncer, comme l'a su bien faire Bernardo. C'est ce pasteur qui a dit pouvoir ressusciter un cadavre. Un homme qui a passé pratiquement des semaines, j'imagine Bernardo, des semaines à la morgue. Mais après, il dit, monsieur, vous allez vous réveiller. Bon, disons que le pasteur est sous l'effet d'un envoûtement. Il a ces esprits qui parlent en des gens et qui demandent aux gens de faire certaines choses. Il est aussi dans la logique que dénonçait Olivia de l'exhibition. Si je parle comme chrétien, je vous ferai remarquer que les miracles de Jésus-Christ qui sont contenus dans la Bible se faisaient dans la pure discrétion. Et dans le livre, l'épître de Matthieu, la même histoire est rappelée dans d'autres épîtres. Lorsque Satan demande à Jésus de sauter de la montagne et de se retrouver au sol sans se faire du mal, parce qu'il lui rappelle ce que disent les Écritures, Jésus lui dit, l'homme se soumettra seulement à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que le piège pour ceux qui croient en Dieu, c'est dans l'exhibitionnisme. Moi, j'ai fait dans les prières de guérison, on n'organise pas une prière de guérison ou un miracle pour épater les gens. On a une inspiration particulière et un appel singulier. On peut le faire sans que vous sachiez que ça s'est déjà passé. Maintenant, je reviens comme africaniste. Dans la conception africaine de l'homme, on peut ressusciter un mort. C'est possible? Oui, dans la conception africaine de l'homme. Dans la conception cartésienne, je n'ai pas dit blanche, parce que les blancs vous mentent. Dans leur secte, ils ne font pas du cartésianisme. Ils font autre chose. Dans la conception cartésienne, on ne peut pas ressusciter un mort. Parce que la séparation du corps et de l'âme, dans le dualisme cartésien, n'est pas répétable. C'est-à-dire que quand l'âme se sépare du corps, ça se fait une seule fois. Or, dans la conception pluraliste du composé humain,
qui est la conception africaine, qui est au moins triadique ou encore avec beaucoup d'autres instances, on conçoit que la mort, c'est la séparation de certaines instances de la personne avec d'autres. On peut les rabibocher, on peut les racoler, on peut les ramener. Cela se fait dans des conditions particulières. Dans des conditions particulières. Et je suis sûr qu'un corps passé à la morgue ne peut plus être soumis à ces conditions. Parce que si nous concevons simplement l'homme comme étant triadique, c'est-à-dire ce que vous appelez le souffle, ce que vous appelez l'âme et le corps, il y a plusieurs types de corps. Quand vous mettez un corps à la morgue, ces corps légers, qu'on appelle des corps éthériques, vont se dissoudre. Il ne sera plus possible de les reconstituer. Si vous trouvez, si quelqu'un meurt de manière prompte, et que les différents corps, les initiés doivent découvrir que les corps ne se sont pas encore dissociés totalement. On peut, je dis, c'est des cas exceptionnels, on peut les remettre ensemble. Mais dans le cas d'espèce, ce pasteur, je crois qu'il y a quand même, ça doit dépendre du centre administratif, le tribunal de centre, quand on est à la CNPS. Le procureur de la République, près le centre administratif de Yaoundé, du tribunal administratif de Yaoundé, doit déjà interpeller toute cette église-là. Parce que vous voyez, les membres de l'église sont dans la honte. La véritable honte. Ils étaient en train d'attendre une chose absurde. Et je m'étonne que cette église continue d'exister et que les membres continuent à y aller. Qu'est-ce que le pasteur leur dit après? Il va dire que Satan est venu s'opposer. Il n'a pas voulu Dieu. Non, vraiment. Qu'est-ce qu'il faut qu'on vous fasse pour que vous compreniez que vous êtes victime d'un lavage de cerveau? La plupart des promoteurs, pas tous, des nouvelles églises, utilisent des substances physico-chimiques et mystiques pour annihiler la volonté. Là, je parle en psychologue. La volonté des ouailles, c'est-à-dire vous manquez de volonté. La volonté, c'est un pouvoir de décision, un pouvoir d'action. Vous obéissez comme des gens qui ont été dressés. Quand vous commencez à croire à ce genre de choses, ça veut dire que le cerveau est déjà offusqué par les noires vapeurs de la bile. La bile monte au niveau du cerveau. Et vous voyez, quand vous ne pouvez plus changer le monde, vous changez de monde. C'est très dangereux. Ce qu'il vient de faire là, je crois que les juristes ont un terme approprié. Mais c'est une escroquerie qui ne dit pas son nom. Il faut donc le retrouver de toutes les... C'est pour ça que la vidéo est intéressante. J'en appelle aux autorités judiciaires du Cameroun. Il faut retrouver ce monsieur qui est un danger pour la société. Et le mettre au Niouf directement. Là-bas, il ira ressusciter les morts qui tomberont à Congo. Il faut le retrouver au plus tôt. Et avec ses principaux lieutenants, les envoyer à Kondengui. Pour sauver déjà les membres de cette... Et après ça, il faut amener les membres de cette église se faire désenvoûter. C'est qui maintenant? Mais c'est quelqu'un de sérieux. Parce qu'ils sont envoûtés. Vous voyez là, comment une famille sérieuse, si ce n'est pas une famille de fous, à la CNPS, à la levée de corps. Bon, si le mort là se levait, qu'est-ce qui allait se passer? Non, mais on applaudissait. Si le mort venait à se lever, les fidèles, ce serait des temps de joie et de réjouissance. Olivia, depuis que vous êtes née, vous avez déjà vu un mort se lever? J'ai déjà vu. Un mort se lever? Oui. Olivia? Oui. Bon, c'est pourquoi j'ai dit au départ que moi je crois au miracle. C'était dans nos églises. Non, oui. Et puis je voulais dire à la suite de Pierre Béot qu'il est un peu dur. C'est-à-dire qu'on peut peut-être, il a un trouble de effectivement, on peut essayer de le recadrer, de le recaser, du moins, essayer de travailler. L'envoûtement le désenvoûter. Maintenant, l'envoyer au Niouf directement, c'est un peu dur. Je crois que le procureur m'a écouté. S'il ne m'a pas écouté, à la fin de l'émission, je vais l'appeler. Il faut récupérer ce monsieur et le mettre directement sous MDP. Blériot a déjà jugé, ne jugez point. Non, mais qui vous a... Qu'est-ce que ça signifie, ne jugez point? Ne jugez point. Ça veut dire quoi? Afin que vous ne soyez pas jugés.
Non, vous ne comprenez pas ce verbe dans ce contexte. Nous avons une situation là, c'est vrai, et c'est même Bernardo qui a commencé à rire. Moi, je ne savais pas pourquoi ce monsieur riait autant. C'est justement parce que ce n'était qu'un spectacle, c'était véritablement comique, et puis nous sommes obligés d'en rire. Sinon, c'est très sérieux, c'est même plus que sérieux, et peut-être je peux prendre quelques propos de Béreux et en faire mien pour que la société comprenne combien de fois le mal est profond. Voilà le cas encore. Un pasteur dit pouvoir réveiller, ressusciter un Maccabée dont le corps a passé des jours, des nuits, des semaines, peut-être même des mois à la morgue. Déjà, le Cameroun a autorisé que nous ayons une liberté de culte dans ce pays. Et on a dit que ce monsieur, il devait être discret. Moi, je pense qu'il a plutôt réussi son coup. Ah bon? Oui, parce que vous savez, il y a deux façons de se faire connaître, positivement ou négativement. Donc là, actuellement, nous sommes en train de visionner une vidéo sur lui. Et on en parle partout. Donc ça, il a réussi un scoop selon moi. Aujourd'hui, tout le monde dit un pasteur, d'autres vont même demander le nom. Et comme on disait, il va donner une explication à lui pour justifier pourquoi il n'a pas pu ressusciter ce monsieur. Mais aujourd'hui, c'est un pasteur populaire, même si c'est dans le sens... Bien sûr, que vous le voulez ou pas, il est venu faire quelque chose, il a réussi. Tous les médias du Cameroun sont braqués sur lui, et d'autres vont demander son église là et où, il se trouve de quel côté. Bon, je pense que là, et c'est une manière africaine, mais ce n'est que chez nous, où on se lève le matin à 6h, 7h, 8h. Je ne vais pas dire que je ne crois pas. Je crois bien en Dieu, mais on en abuse parfois où quelqu'un sort du matin à 6h, rentre à 19h, il croit en Dieu, il a l'église réveillée, il dort là-bas, il se réveille le matin. Ailleurs, c'est pas ça. Ailleurs, c'est pas ça, mais eux, ils croient. Donc, je pense que ce monsieur, maintenant, dit il est enfermé. Moi, je ne trouve pas... il est libre. Il est libre. Oui, il est libre. Il est libre d'attirer ses clients. Il est libre de tromper le peuple. Ah, moi, je ne vois pas à quel niveau il m'a trompé parce qu'il n'a pas ressuscité le corps. Donc, je dis il a échoué. Bon, maintenant, ses adeptes peuvent trouver un argument pour le rendre plus fort. Il dit, bon, prochainement, quand on faisait cela, il y a un diable qui est passé ou bien le médecin était avec quelque chose sur lui. C'est ça qui a fait. Donc pour vous, ils vont même aller ailleurs pour essayer de commettre... Non, ce monsieur aura beaucoup plus d'adeptes. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Oui. Bernardo, votre lecture sur votre dénonciation de ce matin. Votre avis propre. Vraiment. Monsieur Ifangono. Sur le plan pénal, parce que sur le plan pénal, le code pénal réprime la violation des tombeaux et des cadavres. Article 274 du code pénal. Donc on condamne toute personne qui ne respecte pas l'obligation de sacralisation autour soit des tombeaux, soit des cadavres. On peut parler profanation, violation, tout ce qu'on veut. Donc sur le plan pénal, déjà, il y a des éléments de preuve avec la vidéo. Donc clairement, on peut l'interpeller et éventuellement faire avancer la procédure pour qu'il soit condamné selon ce qui est prévu par le code pénal. Sur le plan social, certaines églises, pas que celles de réveil, certaines formations spirituelles, elles peuvent être ésotériques ou exotériques, agissent parfois avec des éléments hypnotiques, avec des éléments d'envoûtement collectif, avec des politiques d'abrutissement généralisé, qui font en sorte que parfois certains fidèles se retrouvent embastillés dans des choses qu'ils maîtrisent très peu, ces fidèles-là, et donc forcément ils suivent au doigt et à l'œil ce que disent ces gourous, ces pasteurs-là, et puis ils n'arrivent pas à se contrôler. Sur le plan spirituel, c'est... Mais vous l'a dit, hein, il y a quand même des éléments qui sont choquants. Chez nous, on nous dit, la magie n'aime pas le spectacle. On vous l'a dit. Bon, j'ai jamais caché sur le plateau que moi je suis dans la confrérie du Mbok, et on fait des pratiques. Ça c'est clair. Maintenant, j'avais également dit ici, il y a plusieurs types de magie. Il y a des magies cérémonielles, comme ce qu'il veut faire là. Et même pour ressusciter quelqu'un qui est décédé, c'est pas avec la main sur le front. On va pas le dire à la télé parce qu'on n'est pas fait un cours de magie. C'est pas la main sur le front. Et puis Jésus était initié, il faut qu'il le sache. Ces pasteurs qui partent lire deux livres, monsieur Niémec a même un pouvoir de parole plus que ce pasteur-là, à voir ce qu'il fait. Donc s'il y en a qui arrivent, ils lisent 2 livres, il y a de bons pasteurs bien formés au Cameroun. Hein. Il y a de bons pasteurs bien formés. Il y a des piètres pasteurs mal formés, à qui on apprend 2-3 livres.
pour rattacher le cordon d'argent entre un vivant, entre un cadavre et une âme qui est en train, ou qui est partie, ou qui est en train de partir, c'est une cérémonie qu'on met en place. Avec des élémentaux, avec des éléments du feu, tout ça. En fait, je ne vais pas le dire à la télé, mais c'est hautement mystique. Donc on arrête quand même de faire des choses comme ça. Donc je pense que ce qui fait, c'est de la comédie. Que les Camerounais sachent déjà globalement. Un corps qui est passé à la morgue ne peut plus être ressuscité. Point. 2. Si quelqu'un a traversé, laissez-le partir, excepté si on estime que, et là c'est très rare, il avait encore à donner. Si quelqu'un a traversé, laissez-le continuer. Pourquoi ressusciter les morts? Pour prouver quoi? À qui? Qui ici peut défier Dieu? Donc vraiment, Olivia, si tu as vu quelqu'un... les corps, se défier Dieu. C'est justement, c'est défier, et ce n'est donc pas essayer, bien. j'ai pas dit C'est essayer, pourquoi je dis que si quelqu'un est décédé, qu'on le laisse partir. Si tu as vu un pasteur le faire, c'est pas un bon pasteur, parce que le pasteur respecte la volonté de Dieu. Et si quelqu'un est décédé, si quelqu'un est en train de partir, qu'on le laisse partir. S'il faut, il reviendra à l'incarnation faire le travail qu'il n'a pas fini de faire, mais qu'on le laisse partir. Donc, arrêtez de croire que un pasteur peut venir poser la main là, parler facilement comme ça, un corps qui est à la morgue, qui est sorti, qui est glacé, le temps que ça met à la morgue là, puisqu'il y a un délai, pour le système cadavre, il y a un délai. C'est comme quelqu'un vient à la télé et il dit Paul Biya va mourir en 2018. Vous voyez pas que c'est quand même un problème. On ne peut pas voir la mort avant qu'à 40 jours, c'est impossible. Donc même avec les éléments qu'on utilise dans la magie, pour prédire la mort, il faut qu'elle soit un intervalle de 40 jours. Si c'est 41 jours, on ne peut même pas voir ça. C'est compliqué. Donc il y en a souvent qui font le spectacle, la fausse magie, qui emballe les Camerounais pour rien. Vraiment qu'on arrête avec ça. Merci. Donc ce pasteur, il faut qu'on l'interpelle et il faut qu'il réponde de ses actes parce que c'est ce qu'il a fait. Nous allons prendre aussi les avis des téléspectateurs qui nous ont écrit énormément depuis le début de l'émission. Mais je voudrais attirer l'attention. C'est vrai que, Blériot, vous l'avez dit, mais c'était en quelques mots. Je pense avoir aussi à questionner la famille qui est endeuillée et qui a accepté que ce spectacle se produise sur leur corps. Non, dans la plupart de nos familles, déjà il faut identifier est-ce que l'homme lui-même appartenait à la dite église, très probablement son épouse et autres. Toute sa famille. Voilà. Dans la plupart de nos familles, il y a des envoûtements collectifs. Il y a d'abord que les gens ne sont pas formés à la spiritualité, mais croient aux choses spirituelles. C'est-à-dire que vous entendez souvent les gens dire tel a tué tel, tel a fait ceci. Si on lui demande même qu'elle a fait de tuer les gens là, toi tu penses qu'on tue les gens comment? Il ne peut même pas te répondre. On dit non, on a dit qu'il a tué, derrière il a l'argent. vous voyez? Donc cet envoûtement collectif qui empêche que les gens ne réfléchissent. Si tu es un homme spirituel, Olivier, si tu sais ce que c'est-à-dire que pas parce que tu pars à l'église, si tu sais ce que c'est, dès que quelqu'un commence à te dire ça, tu pars, tu ne causes plus avec lui. Moi, j'ai fait modestement mes travaux sur les travaux de Menrad Hibga. Ok? Depuis sa thèse de 3e cycle sur la métamorphose d'hommes en animaux, jusqu'à sa thèse d'État sur la rationalité d'un discours africain sur les phénomènes paranormaux. C'est sur cet auteur que je travaille. Des ouvrages comme Sorcellerie, chimère dangereuse. Quand vous avez travaillé sur un auteur comme Hibga, vous pouvez parler de ces choses-là. Et d'autres, les yeux de ma chèvre. Comment est-ce qu'on peut ressusciter un mort? Quand quelqu'un vient de mourir, quand vous voyez même souvent chez les médecins, là, vous voyez qu'on vient taper, non, il chauffe encore. En science, on appelle cette période-là, jusqu'à ce que le corps ne chauffe plus, la rigidité cadavérique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le corps qui chauffait devient glacial. On parle de rigidité cadavérique. Pendant que le corps chauffe encore, certains éléments éthériques sont là. Et on peut les compléter. L'être humain c'est un agrégat de choses. Donc, et dire par exemple des choses clairement, si vous mourrez, votre tête est coupée, un organe qui relie ce qu'il a appelé le cordon d'argent, on ne peut plus vous ressusciter. C'est même une science. C'est-à-dire que le cordon d'argent part depuis le cerveau, la traverse, ça passe par le dos, et va jusqu'au niveau des reins dans une partie qu'on appelle la Kundalini. Alors, quand tu veux donc causer avec des gens qui n'ont rien appris et qui font de la sorcellerie, comment vous pouvez même discuter avec ce genre de choses? Il sait que la vie réside où?
entre le thumos qui est le corps, le nous qui est il sait que la vie, lui vient, il commence à attaquer un truc qui a atteint le sommet de la rigidité cadavérique. Il sait même que les énergies fonctionnent comment. Alors, donc, quand vous voyez il faut s'il y a dans quelqu'un comme moi dans cette famille, je vais me mettre à bastonner le pasteur et on va dire que moi je suis dans les sectes et je veux pas qui est dans les sectes. Oui, je ne veux pas je m'oppose à ce que Jésus agisse. Non, Merci. On revient avec la question, Olivia. Il est 11h. Je dois faire plaisir à nos partenaires. Allez-y, Jean-Bruno. Après cette page réservée pour les annonces de nos différents partenaires, à laquelle je voudrais vous signifier qu'elle est encore ouverte et que vous pouvez justement courir auprès d'Info TV pour vous faire connaître. Nous serons ensemble tout au long de nos différentes émissions, notamment Espace Miné. Nous allons également renouveler notre amitié avec les téléspectateurs. C'est là qui réagissent tout au long de notre programme. Bruno, bonjour. Ton rose vestimentaire a miné le plateau ce matin. Pourquoi Olivia est en noir, la colombe matinale dans le déminage? On sait quand une guerre commence, malheureusement, je reste sceptique concernant la fin des hostilités macabres. Bernardo, ils te diront, esprit du mal, sors de ce corps pour n'avoir pas approuvé à leur fantasme scénique à crier sur la montagne et ressusciter le mort. C'est Masok Thomas qui nous écrit ce matin. Merci à vous, Masok Thomas, pour votre participation. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Le pasteur là est un fou. C'est Reine de Minka qui nous écrit. Bonjour à vous, Jean-Bruno Fangoné, ainsi qu'à tout votre riche panel de ce matin. Paix définitive au Nozo véritable idéal titulaire du DCI Advanced Level en 1989. J'ai été appelé tantôt au Fort, tantôt amphibien, tantôt Blackfoot. À l'université, j'ai connu le Parlement. Alors, il faut souhaiter un travail anthropologique de longue haleine. De ce côté, c'est Étienne Medio depuis Bolova qui nous écrit. Merci à vous, très cher Étienne. Il s'agit d'une profanation pour ce cas-là. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est la profanation du cadavre. Ce pasteur doit répondre. Bonjour à vous. Ce pasteur est un malade mental, tout simplement. Papa Blériot a tout dit et cette église doit être fermée. Ce pasteur a droit à une amende. S'il vous plaît, Olivia, il faut arrêter de soutenir ce pasteur. Il a même beaucoup de problèmes dans sa tête. C'est Junior depuis Vogada. Merci à vous, très cher Junior, aussi pour votre participation. Niemek, tu es un sage comme le roi Salomon. Merci. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour, le message il est aussi apparemment long, mais vraiment pour la dénonciation de ce matin, ce phénomène existe partout dans la plupart des églises dites de réveil et c'est de la magie tout simplement. Pour finir, est-ce que Jésus-Christ, d'après les Saintes Écritures, faisait-il du bruit pour ressusciter les morts? Non, c'était discrètement. C'est Alex depuis Yaoundé qui nous écrit. Bonne journée à vous très cher Alex. Salut à vous chers panélistes, merci pour le travail chaque matin. Je constate que Olivia elle-même est et dans ces histoires d'église de réveil, sa réaction est décourageante ce matin. C'est César de Bafia. C'est d'autant plus votre ami, hein. César, ce nom me dit quelque chose sur vous, Olivia. Bonjour, salut, c'est Adrien. Déjà, bonjour à tous les panélistes sur le plateau. Vraiment, c'est scandaleux de voir à quel point ces pasteurs font tout pour attirer les fidèles et se faire de l'argent. Il faut que le gouvernement puisse prendre des décisions et voir la situation de ces églises-là qui nous dérange finalement. Merci également pour votre réaction. J'ai dit, c'est toute une pluie de messages que nous avons reçus depuis le matin. Évêque Jean Zoa a réveillé sa maman 3 fois. Bon, j'étais pas au courant. Je le dis comme ça. Bonjour à vous sur le plateau. Cette vidéo montre le comportement des pasteurs dans nos quartiers. Le gars aboie et gronde encore sans vie et rempli de formules. De formules, voilà. Pour réveiller, malheureusement, il a oublié d'ajouter les baffles amplifiés pour que l'esprit puisse l'entendre. Voilà comment ces charlatans nous cassent les oreilles avec leurs cris en grondant le Seigneur et détournent les consciences de nos
proches. Félix, on en a depuis Ekounou trop de messages. Hein. Je vais permettre à Brice d'ajouter un dernier mot sur la question. D'un côté, on dit on doit automatiquement fermer d'abord l'église et demander à ce que le pasteur nous dise pourquoi il est animé par quel esprit pour aller, comme on a dit dans un message, profaner sur encore un cadavre qui pourtant n'avait qu'à aller se reposer comme est la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, on a ce spectacle qu'on a vu. Oui, le spectacle que nous avons vu, c'est juste une quête financière, c'est une question d'argent. Parce que sûrement, là où il est, on a déboursé des sommes pour qu'il vienne essayer de faire ce qu'il a fait. Donc voilà d'abord le but. Il a eu quelque chose à payer son déplacement, de l'argent. Donc tout ce bavardage a été rémunéré. Donc pour moi, il a rempli une mission. C'est ce que je dis depuis. Ce monsieur a réussi à quelque chose parce que ça fait 30 minutes qu'on parle de lui. Donc ça veut dire qu'il a réussi un scoop marketing. Ok. Voilà. Bonjour à vous sur le plateau, bonne émission s'il vous plaît. Je pourrais avoir le numéro de Pierre Blériot-Niemek. Merci, je vous donnerai la réponse à travers la réaction que vous aurez tout à l'heure à la fin de l'émission. Bonjour Bruno et à ton riche panel pour la dénonciation de ce matin. Franchement, c'est de la comédie pure et simple. Bonne émission à vous. C'est Catherine depuis Odia. Votre dernier mot sur la question, c'est en 30 secondes. En fait, moi, je vais dire aux téléspectateurs que je ne soutiens pas ce qu'a fait ce pasteur. Je l'ai dit, c'est un pasteur roublard. Parce qu'un vrai pasteur, même lorsqu'il veut ressusciter un mort, il ne s'adonne pas à un spectacle de ce genre. D'accord. Bonjour les démineurs, toujours avec des thèmes édifiants. Je n'ai rien contre les croyances de tout un chacun, mais j'ai un ami qui a vécu une situation qui m'a véritablement ébloui. Situation dans laquelle sa copine lui dit que son pasteur lui fait un traitement et elle doit faire au moins 1 an sans avoir des rapports sexuels. J'avais seulement secoué la tête parce que dépassé, il y a qui sont certainement bons, mais il y a aussi ceux qui blaguent avec le mental des citoyens. Dommage que le gouvernement ne prenne pas ça au sérieux et que la situation des uns et des autres les empêche d'avoir plus de discernement. Bernardo. Il faut une réforme des cultes au Cameroun. C'est-à-dire il faut vraiment qu'il y ait un travail de fond là-dessus, afin qu'on détermine précisément à qui est-ce qu'on devrait octroyer la charge de gérer un ministère. Parce que les dérives comme celle-là vont crescendo. Et on a des jeunes qui sont, des jeunes et des moins jeunes, qui sont abrutis pour la plupart, qui sont programmés pour ne rien faire, pour ne penser qu'au miracle au quotidien, et forcément ça crée des dérives. Donc, qu'on arrête de penser que dans la vie, tout est miracle. La magie vient appuyer une action physique. Et puis, sur les questions, comme j'ai dit, de résurrection des cadavres, là, vraiment, qu'on sort de là. Tout à l'heure, Olivier a demandé comment ça se passe pour que la main qu'on pose sur le front de quelqu'un puisse faire en sorte que la personne réagisse. Il a répondu en offre en disant que les esprits ont des strates. Il y a des plus petits, des moyens, des plus grands, des plus puissants. Il y a des petits esprits qui réagissent aux éléments vraiment les plus basiques. Comme il y a de petits hommes, de moyens hommes et de grands hommes également. Je dis bien sûr le plan physique. Donc vous voyez donc, clairement, quand on mène une vie d'une certaine qualité, on a une vibration qui s'élève un tout petit peu et on peut commencer à faire certaines choses sans être initié. Merci. Donc clairement, ce n'est que comme ça que vous pouvez agir. Ça veut dire que peut-être votre vie est plus ou moins correcte. Bonjour à vous sur le plateau. Les miracles existent, mais le pasteur là n'était pas prêt spirituellement. Bernardo, Blériot, pour votre mot de fin sur le sujet. Non, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est la Bible qui le dit. Veritas liberabit vos. Mais elle dit encore quelque part, c'est dans le livre de Osée au chapitre 4, le verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Ça, c'est un défaut de connaissance. Un homme qui sait ce qu'il fait, qui comprend ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas organiser une telle cérémonie. De manière publique, on a mis le corps à la morgue, on a formalisé le corps, on a détérioré le corps. C'est comme si vous alliez prendre le poisson à la poissonnerie et vous allez lancer ça à la mer, vous commencez à prier pour que ce poisson se mette à nager. Vous allez prier, le poisson va seulement pourrir dans la mer.
Bonjour à tout le panel d'Espace Miné à propos de la dénonciation de ce matin qui porte sur les prétendus miracles opérés par Jésus. Christ et donc les hommes aux dieux et non les hommes de Dieu se revendiquent en s'adonnant à la prestidigitation et à la mise en scène d'un simulacre dans l'optique de séduire les ouailles. Je pense sincèrement que ce pasteur farceur fait partie de la longue chaîne des pasteurs et prêtres que la justice doit tout simplement débusquer. C'est donc Simon depuis Limbé qui a écrit ce message. Il y a d'autres réactions que je ne saurais évacuer dans l'intégralité. Bonjour, faire revenir un mort à la vie, c'est possible, mais il faut qu'il vienne de rendre l'âme et surtout, il faut être un certain père. Ega, Pierre Ntep nous écrit et nous indique même ceux qui sont capables de le faire ce matin. Aussi vrai que Dieu a créé l'homme à son image, mais quand même, de là à croire que comme Jésus-Christ qui ressuscita son beau-frère Lazare réalise bien d'autres miracles comme aux noces de Cana en transformant l'eau en vin sous le plaidoyer de sa tendre maman Marie, la pêche miraculeuse, ça marche sur l'eau, etc. N'importe quel prétendu prêtre, prophète serait investi des mêmes pouvoirs divins. Voilà à quoi peuvent nous conduire une mauvaise interprétation et autre chose de la Bible. Ndongo et Foudou, Honoré Aimé de Yaoundé. On marque juste une petite virgule, le temps de prendre la thématique centrale de ce matin. Allez, de retour sur ce plateau, c'est pour prendre le dernier virage, c'est pour parler cette fois du travail de l'enfant, le travail des enfants. Est-ce une peine perdue? On va d'abord essayer de voir le cliché d'une manière sommaire avec vous, Olivia. Je le dis parce que vous êtes sur le terrain pour les reportages divers. Et quand on parle de ce sujet, la personne mieux indiquée pour poser les jalons, c'est vous. Voilà pourquoi je passe la parole. Effectivement, en fait, moi, je ne dirais pas que c'est un travail voué à l'échec. Parce que quand on regarde l'actualité aussi des différentes politiques gouvernementales, voilà, politique gouvernementale et tout, mondiale, parce que c'est au niveau de l'Organisation internationale du travail, vous allez vous rendre compte qu'ils se sont fixés un objectif d'ici à 2025, voilà. D'ici à 2025, de réduire considérablement le travail forcé des enfants. Et en fait, ils se donnent les moyens pour. Et moi, hier, j'étais sur le terrain, j'ai fait un papier sur ça. Je me suis rendu compte qu'il y a des parents qui condamnent, vraiment, qui condamnent avec la dernière énergie, qui s'offusquent même quand ils voient le fait qu'il y a des parents qui, au lieu de travailler, au lieu de se battre pour assurer un avenir à leurs enfants, préfèrent, nous sommes en période de vacances maintenant, envoyer des tout petits enfants. J'ai vu hier, j'étais scandalisée. Si vous avez regardé le reportage aux 20h, vous allez voir des enfants de 3 ans qui portent des plateaux d'argent. Oui, j'en ai vu. Vous allez voir quelques-uns de 6 ans. D'autres, ils ont des énormes seaux de maïs sur la tête, etc. C'est un très mauvais spectacle. Donc, en ce qui me concerne, moi, si je me réfère aux différentes actions menées par l'Organisation internationale du travail, qui déjà précise que plus de 7 millions d'enfants sont concernés et que, d'après la cartographie qu'ils ont donnée, sont l'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud qui sont les continents les plus concernés. Et puis, le phénomène s'observe d'autant plus dans les grandes métropoles du fait des conditions de vie difficiles. Moi, je dirais qu'on est peut-être parti pour que le phénomène diminue. Et puis je vais préciser déjà, l'enfant, selon l'Organisation internationale du travail, c'est cet enfant qui a moins de 18 ans. Ça, c'est la législature ou alors la législation mondiale. Maintenant, au Cameroun, l'âge limite est
14 ans. Voilà. Bien. Brice, nous avons ce phénomène qui, pour moi, va grandissant. C'est celui du travail de l'enfant. Olivia vient de citer des cas qui continuent même à me donner beaucoup de sueur froide quand elle parle jusqu'à 3 ans. Mais aujourd'hui, on se pose donc la question, si à 3 ans on commence déjà à travailler, ça veut dire que pour ça, le mal est toujours profond et il existe. Quand on parle de la lutte contre le travail forcé des enfants, moi j'ai posé la question, elle peut être banale. C'est peine perdue? C'est pas peine perdue. Bon, je suis un peu perplexe là sur le sujet. Nous, à part, nous sommes contre le travail des enfants. Nous luttons contre cela. Mais il y a un phénomène où on se pose des questions, on se dit, je suis contre, comme elle a dit dans son reportage, des parents. Parce qu'il faut bien préciser, qui ne veulent pas travailler et font travailler leurs enfants. Okay. Ça, c'est une autre part. Mais vous êtes d'accord avec les parents qui travaillent et qui font aussi travailler leurs enfants? Bon, maintenant, pourquoi? Voilà le problème. Vous confirmez que vous êtes d'accord avec... Je ne suis pas d'accord. Il y a certains qui le font. Mais il faut aussi... Parce qu'il ne faut pas seulement dire le parent. Mais allons aussi se poser la question. Hein? Par exemple, sur le SMIC de ses parents. Et on va se poser la question, qui a droit d'avoir un enfant? Et pourquoi? Parce que si quelqu'un, allons dans le SMIC où il a 50, puis même 50 000 francs, et qui se retrouve avec 5 enfants, peut-être à l'école privée, bien privé ou privé, c'est un peu plus cher, des mineurs. Bon, pensez-vous qu'il puisse vraiment payer la scolarité à la rentrée avec ces 50 000 francs, ce parent, de salaire, si chaque enfant a au moins 120 000 francs de pension? Et solution, il faut envoyer les enfants au travail. Mais dites-moi comment il va faire. Mettez-moi à sa place. C'est pas une solution. Non, je suis en train de poser le problème comme la société le vit. C'est pas parce que l'Organisation mondiale a dit. Et que nous, on veut vraiment transcender ça au Cameroun et dire, bon, là-bas, on fait comme ça, il ne faut plus que les enfants... Nous sommes contre à part. On le dit bien. Mais maintenant, il faut revoir le salaire des parents. Pour ces parents qui veulent vraiment interdire à leurs parents d'aller travailler. À leurs enfants. Regardez une femme seule, par exemple. Seule. Avec 3 enfants. Bon, elle ne travaille pas. Vous allez interdire à cette maman d'envoyer sa fille de 10 ans vendre les arachides? Et vous pensez qu'elle doit envoyer son enfant de 10 ans vendre les arachides contre vents et marées, c'est-à-dire que, regardant le risque qui guette son enfant. Donnez-moi une proposition pour cette femme. Il y a une maman, par exemple, elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle a dit qu'elle ne peut jamais envoyer son enfant vendre en route. Parce que quand vous envoyez un enfant de 13 ans vendre en route, la fillette, elles sont sujettes le plus souvent à des viols. Bon, je pense qu'il faut trouver d'autres moyens. Mais quels sont les moyens? Je veux savoir les moyens d'une maman seule, célibataire, veuve, et qui a 5 enfants. Donnez-moi la solution de cette maman-là. Il faut envoyer les enfants. Je ne suis pas pour le travail des enfants, mais il faut, il faut revoir le problème dans son contexte. Voilà. D'accord. Je crois que nous comprenons. Il y a dans la notion du travail des enfants, un travail particulier qui choque et les gens veulent contourner. Je vais parler du cas du Cameroun et des pays africains. L'OIT, l'Organisation internationale du travail, ne peut pas mettre fin au travail des enfants en Afrique au sud du Sahara. Parce que le travail même des enfants n'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. Mais il s'agit de quel travail? Quand nous étions petits, j'avais 5 ans, et vous allez convenir que nous tous c'était le cas, nous allions dans les palmeraies ou la cacahuèrière avec le grand-père et on apprenait à travailler. C'est en apprenant à travailler qu'on sait travailler. C'est-à-dire, Fangoda, sa machette, il tape la quantité qu'il peut. Les enfants sont des agents économiques. Sauf que vous voyez que le risque est bien encadré. Ils apprennent à travailler. À la maison, les petites filles apprennent à faire les travaux de femmes. Laver les assiettes, faire ceci. Et en fonction des âges qui montent, on leur demande de laver les habits. Parce qu'elles sont appelées demain à faire ces choses dans leur foyer. Ça, il faut dire aux Blancs d'abord que c'est comme ça. C'est-à-dire que chez nous ici, 85% de maisons n'ont pas les machines à laver. Et nous, une bonne femme, c'est une femme qui à la fois a fait les études, mais peut tenir une maison, laver les habits, les repasser. Donc nous ici, on va travailler. Maintenant, il y a un problème. C'est le commerce des enfants. L'exploitation. Le commerce. Le commerce.
pour les sociétés ou les communautés qui ont l'habitude de faire du commerce, elles mettent de côté le risque que ce type de travail fait courir aux petits-enfants. Si vous êtes seulement logique, le frère essayait d'expliquer là, non. Moi, sous-préfet, moi, préfet, moi, gouverneur, dès qu'on attrape un enfant qui est en train de se balader de nuit, dehors avec un plateau, on attrape le parent, il part en prison. Directement, c'est en prison là-bas qu'il va apprendre. C'est dangereux. En fait, c'est une conception esclavagiste des enfants. Les enfants sont donc utiles. Attendez, en fait, c'est comme ce parent-là qui marche en route et tient son enfant de la main droite, il laisse l'enfant du côté de la route et lui, il se protège du côté du trottoir. Non, non, non. Si vous faites les enfants, ce n'est pas pour qu'ils continuent de faire le commerce. Si vous avez comme activité le commerce, vous faites votre commerce en adulte. Brice dit qu'il prend le cas d'une dame. Je dis que cette dame-là, on l'arrête, on la met en prison. Mais il faut lui trouver des moyens je dis que le commerce expose dangereusement les enfants. Et avec les accidents, et avec les viols, et avec la drogue, et avec ceci, vous mettez vos enfants dans des pots. En fait, il y a des parents qui conçoivent des enfants comme de la marchandise. C'est-à-dire qu'ils en font même beaucoup en disant, j'en fais 14, si 3 meurent, 11 vont grandir. Waouh. Oui, parce que vous ne pouvez pas comprendre la légèreté avec laquelle les parents utilisent ces enfants-là. Apprendre à travailler manuellement pour être un homme, c'est une bonne chose. Être exposé au danger pendant si un travail présente un danger pour la sécurité et la vie d'un enfant, l'enfant ne doit pas le faire. Il ne doit même pas y être envoyé. D'accord. Il ne faut même pas envisager. Alors, cette dame-là qui a 5 enfants, je crois qu'elle ne buvait pas les enfants-là tour à tour. Elle boit le premier. Non, j'ai demandé qui a le droit d'avoir un enfant. Non, on n'a pas dit d'avoir. Elle ne les buvait pas tour à tour. Elle a bu donc le premier. Il est né. Dès qu'il a eu 3 ans, elle a commencé à lui mettre les bananes sur la tête. Toi, va vendre les bananes. Elle a dit, je vais boire le deuxième. Lui, il va porter les arachides. Non, non. Ça, si je dis même le mot, les gens vont être choqués. Mais c'est une forme de con. Peut-être qu'elle faisait quelque chose avant. Non, vous trouvez une autre. Je n'ai pas dit que les enfants ne doivent pas apprendre à travailler ou produire quelque chose. Si le travail comporte un risque. Elle vous a parlé de petite fille. Vous êtes dans un bar. Là, je parle d'autres types de pratiques. Vous voyez une fillette qui a à peine 12 ans, qui est à minuit en train de servir la bière à des adultes dans un bar. Vous pensez que vous êtes en train de la vendre. Dites-nous simplement que vous avez des enfants à vendre. On peut les acheter directement. Comme ça, on vous libère. Oui, parce que vous les exposez, ils deviennent dangereux. Bernardo, il y a certains, si je m'appuie à cette façon de lire la situation de Brice, qui parle de l'initiation. On veut initier l'enfant à mieux se prononcer dans le commerce, mieux se porter quand il sera grand, et ainsi de suite. Mais tout ça dépend quand même aussi d'une somme bien profonde de risques, dont illustré il y a quelques instants Bernardo. Alors vous, en tant qu'homme de loi, qu'est-ce qu'on dit quand on a cette situation sur la main? Non, c'est vrai, je vais parler en profondeur. L'ONU, l'OIT et le BIT ont suffisamment travaillé sur la question du travail des enfants. Les éléments que M. Niemek évoque ne rentrent pas dans le travail des enfants. C'est-à-dire, ce qu'on fait dans la maison, ça rentre dans l'assistance de famille. Parce que l'environnement doit être épanoui de telle sorte que le bonheur de tous dépende de l'effort de chacun. Et là, les enfants assistent les parents. Le travail des enfants intervient ou se met en mouvement lorsque il y a une activité économique et financière qui est opérée ou menée par les enfants. Et à partir de là, 3 types d'activités en général sont répertoriées, mais à part les sous-activités. La première, et ils l'ont bien relevé ici, c'est le petit commerce ou le commerce qui expose les enfants. La seconde activité, c'est le fait pour des enfants d'être envoyés dans des mines. Parce que ces enfants sont plus petits de corps et les orifices des mines sont plus petits. Des fois, on les y envoie pour ressortir des matières premières qui seront après commercialisées. Et troisièmement, il y a les travaux de nuit. Donc, vous voyez, donc ce sont ces éléments qui constituent le travail des enfants qui est condamné. Maintenant, dans un contexte comme le nôtre,
malheureusement, il faut dire la vérité. Le monde où les choses ont changé. C'est vrai. À l'époque, on avait un environnement qui était moins capitaliste, qui était moins mercantiliste, qui était moins esclavagiste. Aujourd'hui, les choses ont changé. Si vous n'avez pas d'argent, ne faites pas les enfants. C'est ça. Si vous n'avez pas de moyens suffisants, faites peu d'enfants. Si vous avez plein de moyens, faites beaucoup d'enfants. Encore que même avec ces moyens, la mort peut survenir à tout moment ou alors des choses comme ça. Mais clairement, essayons d'adapter notre fécondité à nos moyens établis. Pas à ceux sur lesquels on suppute ou on spécule. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que je ne suis pas totalement contre le fait que certains enfants apprennent des métiers de la finance un peu plus tôt. Là, je le rejoins. Je suis d'accord lorsqu'il faille que l'enfant soit accompagné de son parent pour le même métier. J'ai une boutique. Mon fils vient à 12-13 ans. Je lui fixe les prix, etc. Mais lorsqu'il est déjà en danger, sur la route, là-bas à Loncac, vous voyez des enfants qui ont parfois des bonbons, qui ont aussi les voitures passent sur vous avez les une pieds. boutique, votre fils vient. Oui. Voilà les prix. À 17h30. Vous avez un bar. Voilà. À 17h30. Vous posez la question sous les déclarations de Biréo tout à À l'heure. 17h30. Comme moi, je vais faire la boutique ou pas, l'enfant rentre. Voilà. Se laver, prendre ses cahiers ou se reposer. D'accord. Vous voyez donc, il faut quand même qu'on réglemente cela. L'enfant peut travailler à partir de 12-13 ans. Ah non, ça c'est mon avis, hein, 12-13 ans. Je suis tout mais à fait sans être exposé. Pas dans les bars, pas dans les snacks où il y a des personnes aux mœurs légères qui vont agir de toutes les façons sur les enfants. Vous voyez, donc moi je pense vraiment que je ne suis pas complètement contre. Si jamais l'enfant est sécurisé, il peut travailler à 13-14 ans. Le copanéliste posait une question. Quand vous avez un commerce qui expose les gens, je prends le bar, mais vous prenez une barmaid qui aide à faire cela. Ce n'est pas, il ne faut pas avoir le bénéfice du bénéfice. Non, l'esprit du bénéfice du... Non, votre enfant que vous mettez là-bas au bar, vous le perdez. Mais j'étais pas... Et ça vous aggrave le nombre d'enfants parce qu'à 13 ans, on lui fout la première grossesse. En fait, donc, elle revient avec... Comme vous étiez 5 déjà, Oui, vous êtes déjà 6. vous êtes déjà 6. Et elle est handicapée par... Non, vraiment, le bénéfice du bénéfice là. Je n'étais pas sur ce plan, s'il vous plaît. Je n'étais pas sur ce plan. J'étais dans une question, un problème social. Parce que vous m'avez parlé, j'ai bien compris. J'ai dit, nous condamnons le travail des enfants. Mais maintenant, il y a des cas. Vous avez dans beaucoup de foyers au Cameroun, parfois c'est l'homme qui s'en charge du tout. Hein, Et votre femme fait quoi? Non, elle est à la cuisine, comme vous l'avez dit. Non, ça ne suffit pas. Exploiter les adultes au maximum. Laissez que j'y arrive. C'est moi qui travaille. Ma femme est à la maison. On a eu 4 enfants, selon mes moyens à moi. Moi, le père de famille. Et demain, je ne suis plus là. Je suis sur ces cas vraiment précis. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit envoyer. Je ne suis plus là. Je l'ai laissé. C'est moi qui fournissais tout. Et je ne suis plus là. Elle est avec 4 enfants 5. Oui. Est-ce qu'elle fait, monsieur, on vous a... Je dis, on dit ceci. Moi, les enfants en bas âge ne doivent pas faire le commerce. Mais il y a des situations. Non, ils ne doivent pas faire économiques. Non, Avant 10 ans. Je veux Avant comment 10 je vais ans. m'expliquer. Non, même si c'est avant 10 ans, ils sont en train de vous dire, quand vous retrouvez une maman à la maison, où son mari vient de décéder, elle a 5 enfants, il faut qu'elle donne, elle n'a jamais appris à travailler parce que monsieur avait du travail et venait rationner. C'est déjà un problème, vous le savez. elle apprend à travailler. Les choses malheureusement ont changé. Les choses malheureusement ont changé. Elle apprend le commerce. Moi-même, j'aime ma tradition plus que tout. Mais les choses ont changé. C'est pas une tradition, Les c'est femmes le ne fait. restent plus totalement à la Non, maison. il y a encore des hommes qui vont la femme. Allons à l'essentiel sur la question que vous m'avez posée. Si tu es polygame, oui. J'ai posé cette Voilà, question, c'est de savoir poser des cas spécifiques. C'est parlant justement de la lutte Je contre. vous suis pas, vous. Est-ce que nous pouvons sortir de l'auberge? Parlant de la lutte contre le travail des enfants, il vient de vous prendre un cas qui semble être une réalité démontrable. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et qui doit même faire quoi? C'est la question que je voudrais poser ici, En fait, pour que la lutte soit fructueuse. Oui, moi je dis que on peut, c'est-à-dire qu'on essaie juste de recadrer les choses. Je m'explique. Je prends le cas de l'exemple du copanéliste. La maman peut apprendre à vendre, c'est-à-dire qu'elle apprend un commerce. Et maintenant, si elle veut envoyer ses enfants en route,
qu'elle se rassure d'abord de l'âge, parce que tout dépend d'abord de l'âge. Vous ne pouvez pas envoyer un enfant de moins de 10 ans. Et si elle n'a que cet enfant de moins de 10 ans? Non, il ne part pas. Il fait les tâches ménagères et la maman vend toute la journée. Non, moi, c'est qu'elle vend ne donne pas pour. Moi, je pense qu'on oublie le côté gouvernemental. Vous avez parfaitement raison. Vous demandez si ce qu'elle vend ne suffit pas. C'est pour cela que je vous ai parlé du bénéfice. Si ce qu'elle vend ne suffit pas à quoi? À faire quoi? Ça veut dire qu'elle doit éparpiller ses bébés dans la ville. Bon, l'État doit intervenir. Qu'elle est éparpillée dans la ville, quelquefois on lui ramène des corps. Vous savez, la voiture a couillé l'enfant à Pétou. Elle fait comme si elle pleurait. Et elle pleure quoi? Les enfants ne font pas le commerce de rue. D'accord. Olivia. Mais Jean, je voulais effectivement dire qu'il faut qu'on soit de temps plus regardant sur les sanctions. Parce que je me rends compte que étant donné que le Cameroun a le gouvernement un peu flexible, les parents se croient tout permis. Comme Pierre Biro l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on retrouve un enfant, avant de continuer, je vais prendre une anecdote. Un jour, j'étais en reportage et j'étais dans le véhicule d'Info TV, juste au niveau d'Acacia. Un enfant, je crois qu'il pouvait avoir 7 ans, sort de nulle part. Il se met à traverser la route, il avait un plateau d'arachide sur la tête. Je vous assure, il a failli un peu pour qu'on le renverse. Olivia, il y a même des enfants dans les péages, dans la Yaoundé. Il a l'arachide. L'enfant a 7-8 ans. Je fais seulement ça, c'est quelle qualité. Donc vraiment que les parents apprennent à respecter les enfants. Bonjour à vous sur le plateau. Voilà, effectivement, je proposais que le gouvernement soit d'autant plus regardant sur les sanctions et aussi qu'on arrive à impliquer peut-être la sensibilisation. Moi, je me dis, et aussi si on améliore les conditions de vie, parce qu'il y a justement une personne que j'ai interviewée, elle plaidait par rapport à ça. Vous voyez, il y a un moment qui va en route et puis il y a certains éléments qui viennent parfois racheter sa marchandise et tout. Donc il faut aussi qu'on essaye de... Voilà, j'ai posé la question là tantôt et c'est peut-être par là qu'on va revenir pour essayer de voir si véritablement on peut mener à bien cette lutte. Bonjour à vous sur le plateau. Juste pour vous dire que dans les années 2010-2012, l'ancien gouverneur de la région de l'Ouest, M. Midi Awa Bakari, avait instauré une loi qui faisait interdire le travail des enfants, vente de n'importe quoi dans les rues de la région. Et aussi, il avait interdit l'envoi des enfants dans les débits de boissons, bière, whisky, vin, etc. Pour en acheter au compte de leurs parents. Et aussi, il a interdit les jeunes à marcher dans la région à plus de 18h, 20h. Ça, c'est un téléspectateur qui nous dit que un membre du gouvernement et peut-être une haute personnalité a voulu faire pour la lutte en question. Bonjour à vous, Espace Miné. Moi, je pense que faire travailler un enfant n'est pas un délit. Pour moi, je m'en sors dans ma jeunesse. Il fallait que je fasse les petits commerces et je dis merci à ma grand-mère pour cela. C'est Samuel depuis Mvan Gesso qui nous écrit ce matin. Bonjour à ce riche panel Espace Miné, bonjour à vous. Vraiment, j'ai une question. Que peut faire une maman qui loue une chambre avec ses 3 enfants et qui perçoit un salaire de 25 000 francs ou même 30 000 le mois dans notre pays, sachant que les enfants doivent aller à l'école? Il va donc falloir que l'État revoie le salaire des employés au Cameroun. Ça, c'est ma proposition aussi. Très belle émission ce matin. Comme d'habitude, faire travailler un enfant à bas âge, c'est bénéfique pour l'enfant, pour lui même. C'est une très grande école de la vie future. Merci aussi pour cette autre réaction. Alors, je posais la question, Bernardo, sur peut-être cet aspect que Brice nous a présenté. Une maman qui, peut-être aussi avec un lien derrière l'un des messages que j'ai lus, qui a une possibilité, une rentabilité financière assez réduite, mais qui a cette charge-là des enfants et qui se voit dans la peine d'assumer complètement les rôles. Qu'est-ce qu'elle fait? Donner une réponse fixe peut être prétentieux. Oui.
mais plusieurs solutions peuvent s'ouvrir. Déjà, le salariat n'est pas la seule façon de gagner sa vie. L'entrepreneuriat, c'est-à-dire le petit commerce. Deuxièmement, parfois, quand c'est compliqué en ville, on peut rentrer au village. Si on a un village, si on a une base au village, c'est pas forcément insultant. Troisièmement, on cherche des solutions alternatives parce que exposer les enfants nous crée davantage de problèmes. On a le choix. Soit on les expose, on les tue, ou alors on les gâte, on a plus de problèmes, ou alors on se bat en tant que parent. Moi, je reste fixe sur le fait selon lequel évitons de faire des enfants sans planifier. Malheureusement, qu'on le veuille ou pas, les choses ont changé. À l'époque, on pouvait en faire 14, 15. La vie n'était pas autant difficile. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Faisons les enfants selon nos moyens. Moi, je reste fixe là-dessus. C'est pas toujours facile. C'est plus facile à dire qu'à faire, c'est vrai. Mais essayons. C'est mieux de dire essayons de faire les enfants selon nos moyens. C'est mon avis. Oui, bonjour à vous sur le plateau. Nous n'allons éternellement pas baver sur les conséquences, que les naissances soient contrôlées tout simplement. Ça, c'est la base. Que des hommes apprennent à tenir arrête de penser que faire un enfant sans aucun revenu fera d'elle une vraie femme. Aucun parent capable de s'occuper de ses enfants ne peut les envoyer dans la rue. C'est Ismaël de Yaoundé qui nous écrit. J'ai posé la question sur qui peut faire quoi pour que la lutte soit remportée, que le résultat soit celui-là qui va faire grandir la société avec des enfants qui doivent donc rester à la maison. Mais à ce niveau, on a quand même aussi l'obligation de convoquer la part de responsabilité des pouvoirs étatiques. Tout à l'heure, quelqu'un nous rappelait qu'un gouverneur a voulu faire comme vous avez signifié, mais jusqu'ici, on a l'impression de voir que rien n'est fait de ce côté pour peut-être réguler la situation. Mais pour ceux qui me suivent dans la durée doivent avoir compris comment je raisonne. Le gouvernement laisse faire ces choses parce que lui-même sait qu'il est défaillant. Pour être rigoureux, pour dire à vos enfants, chez moi on ne revient pas après telle heure, vous devez être un parent responsable. Si un parent commence à dire à ses enfants, le gouvernement c'est comme un parent, tu dis à ta fille, mais il faut te débrouiller à te coiffer, non, tu es déjà une femme, ainsi de suite. Si vous tenez ce langage à vos enfants, petits-enfants, filles, vous ne pouvez pas en même temps leur donner des ordres particuliers. Donc, ce que vous appelez au Cameroun la tolérance administrative repose sur le fait que le gouvernement sait qu'il ne fait pas ce qu'il devrait faire. Il y a un téléspectateur qui vous titille un peu, il dit « Bonjour à vous sur le plateau, mais monsieur Niemek, vous voulez envoyer tout le monde en prison ?» Non, pas forcément. Maintenant, quand vous gérez un peuple, vous gérez une population, une nation comme la nôtre, il faut un minimum d'équité sociale. Les gens quittent les villages aujourd'hui, remplissent Douala et Yaoundé parce qu'on a enclavé les villages des gens. Beaucoup de ceux qui vivent à Yaoundé et à Douala ne devraient pas être à Yaoundé et à Douala. Ils devraient être calmement assis au village en train de faire les choses au village. Ils sont venus au village à Yaoundé parce qu'on a tellement enclavé les villages qu'ils viennent comme s'ils fuyaient la guerre. C'est-à-dire au Cameroun, vous voyez, l'exode rural ressemble au déplacement des populations pendant les guerres. Tellement nos villages sont enclavés. Les villes même sont devenues des villages. Vous pensez que dans une ville normale, on trouve les gens avec les arachides sur la tête en train de se balader? Non. C'est genre comme, si la ville devient vraiment la ville, vous venez pour vendre les arachides, vous trouvez que dans les rues de Kigali, vous ne pouvez pas marcher. Avec les arachides sur la tête. Au Gabon à l'époque aussi. Voilà. Donc quand c'est vraiment la ville. Mais pour en arriver là, il faut que l'arrière-pays ait les capacités de se développer. Pas de lumière, pas d'eau, pas d'école, pas de centre hospitalier, rien. Tout le monde va donc fuir pour venir là où il y a la... Vous voyez, quand vous avez une seule bougie ou une seule lampe dans une maison, quand on a coupé l'énergie, qu'est-ce que les gens font? Tout le monde sort de la chambre pour venir profiter de la petite lumière qu'offre l'unique bougie qui est sur la table. Mais si on peut mettre des bougies dans chaque pièce, vous verrez que chacun va s'éclairer avec la bougie qui est dans sa pièce. C'est donc le rôle de l'État. Non, c'est tellement mal géré que bon, l'émission ne suffira pas. De faire en sorte que
les populations aient le minimum. Manger, boire, dormir, s'éclairer, ce minimum-là. L'État du Cameroun. Vous savez, j'ai dit à quelqu'un récemment, la richesse du monde actuel peut nourrir 100 milliards d'êtres humains. Nous sommes moins de 8 milliards d'êtres humains et on a plus de 6 milliards de pauvres. C'est la méchanceté humaine qui est devenue trop grande pour la terre. Les biens sont confisqués, les gens volent, ils accumulent les milliards qu'ils n'ont pas travaillé. Et d'autres meurent de manque de pitance, c'est-à-dire la nourriture. Ils sont obligés de voler dans les petits marchés. Ça, c'est la méchanceté humaine. Bonjour à tout le plateau. La problématique n'est pas de lutter contre le travail des enfants, mais le suivi des enfants, ces enfants pendant les vacances. Où sont passées les colonies de vacances, les parcs de vestiments, de divertissement? À quoi servent les ministères des Affaires sociales, de la jeunesse, du tourisme et même des loisirs? Merci, c'est Eric du vrai RDPC, c'est comme ça qu'il a écrit. J'aurais même souhaité, j'aurais souhaité qu'à terme, on ait une thématique autour de quelles vacances pour les enfants. C'est-à-dire, c'est un exemple, non? C'est-à-dire essayer de suggérer aux parents comment encadrer les enfants en période de vacances. Parce que souvent, les vacances sont extrêmement complexes pour les parents. On peut suggérer avec notre modeste expérience aux parents comment gérer les enfants. Donnons rendez-vous à tous les parents demain. Bon, ok. C'est vous qui décidez, c'est pas moi. Blériot, donnons rendez-vous à tous les parents demain à ce sujet. Bonjour à vous sur le plateau. Blériot a raison, ne faites pas beaucoup d'enfants quand vous n'avez pas assez d'argent et assez de moyens et venir accuser l'État après. Chapeau à vous, Blériot, c'est François des Cali 2. J'ai posé la question tantôt sur le comment faire et qui peut même faire quoi. Et vous avez commencé à essayer de présenter quelques pistes de solutions. Mais nous restons dans une lutte qui, ma foi, a encore beaucoup de canaux à ouvrir pour qu'elle soit véritablement une lutte qu'on peut gagner. Bon, si on peut gagner celle-ci. On reste sur la logique de qui doit faire quoi. Tout à l'heure, Blériot a parlé de l'État. On a même suggéré quelques réajustements dans les salaires et autres, mais le parent lui-même aussi. Cette part de responsabilité qui doit revenir là au centre, quoique étant diminuée comme le cas présenté par Brice tout à l'heure. Non, effectivement, si vous me posez cette question, moi je dirais que le parent est celui-là qui doit tout donner à son enfant. C'est-à-dire que moi, je n'ouvrirai pas le débat à ce niveau. Et je n'essaierai même pas d'être tolérante. Le parent est celui qui se lève le matin, qui travaille, est celui qui, n'ayant pas de salaire à la fin du mois, comme l'a dit Bernardo, trouve un moyen de nourrir sa famille. Et si on part donc de la sensibilisation pour la répression, Blériot l'a dit aussi tout de suite, d'où l'intervention du téléspectateur qui a demandé s'il avait l'envie d'envoyer tout le monde en prison. Mais est-ce que ce n'est pas aussi là un élément très important qui peut faire à ce que ce phénomène diminue un peu? C'est-à-dire, on voit un enfant qui se balade dans la rue avec peut-être un plateau d'arachide, tout de suite on l'interpelle et puis on fait venir son parent. Je pense qu'à ce niveau, ça peut aller. Je l'avais déjà dit. Oui, tout dépend de la nature de la répression. Mettre en prison, je ne sais pas. Peut-être pas moi, mais pour moi. Imposer une amende à ce parent-là. Parce que lorsque la poche souffre, on devient sage. Si le parent sera négligent, laisse ses enfants divaguer n'importe comment, et à chaque fois qu'il fait un enfant plus qu'il n'en faut, on lui impose une taxe. Quand l'enfant erre, on lui impose une taxe. Le parent là va se recadrer et il sera plus rigoureux vis-à-vis des enfants. C'est mon avis sur la question. C'est ton avis et c'était également moi qui ai introduit cette idée, je vais vous dire, je dis des choses pour les parents parce que l'État nous a abandonnés. Dans un État normal, on récupère les enfants que les parents ne peuvent pas élever. Tous les enfants sont les enfants de la nation. Nous sommes les Tous les enfants sont les enfants. Ce sont les pupilles de la nation. Voilà. Donc, en la vérité même, on ne dit pas aux gens de ne pas accoucher. L'État du Cameroun a quelle population? C'est parce que nous voulons, c'est tout. On aurait des structures qui encadreraient les enfants et quelquefois parmi ces enfants encadrés par l'État, il y a des génies qui sortent de là. On organise les choses de manière plus rationnelle. Bon, chez nous, on fait des choses comme ça. D'accord. Justement, c'est ce que je voulais juste dire. Parce que je l'ai dit que l'État soit d'autant plus regardant sur les sanctions, à l'occurrence l'octroi des amendes. Je crois que cela va participer ou contribuer à assagir
à s'agir ces parents-là. D'accord. Bonjour les démineurs ce matin. Merci encore pour la thématique. Je prends cette pensée de Victor Hugo pleine de sens. La grande erreur de notre temps, cela a été de pencher. Je dis même de courber l'esprit des hommes vers la recherche du bien matériel. Il faut relever l'esprit de l'homme, le tourner vers la conscience, vers le beau, le juste et le vrai, le désintéressé et le grand. C'est là et seulement là que vous trouverez la paix de l'homme avec lui-même et par conséquent avec la société. Les enfants en bas âge se retrouvent dans le commerce à cause de la cupidité des parents et c'est bien malheureux pour ma part, c'est ma pensée. Votre mot de fin sur le sujet? Oui, le mot de fin, c'est comme a dit M. Nemec, donc nous sommes, comme il a dit, nous sommes des parents et l'État est notre parent aussi. L'État est le parent des parents. Ça voudrait tout simplement dire qu'on ne peut pas mettre des sanctions, dire on arrête un parent alors que nous-mêmes ne faisons rien. Le ministère des Affaires sociales a un budget de plus de 10 milliards. Chaque fin d'année, vous les voyez un peu dans des orphelinats. C'est tout. C'est tout ce qu'ils font. Avec les 10 milliards, en fin d'année, on fait un tour dans les orphelinats, on donne 1 million à des amis. Mais cet argent qu'on voit une maman, comme je disais, seule, maman, pourquoi vous êtes comme ça? Mon mari est décédé, je ne travaille plus. Ok, vous pouvez élever les enfants. Donnez-les-nous. Merci. Merci à vous, Brice, Momo, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre présence, Olivia Bossal. Merci à vous, Bernardo, pour la présence et surtout la dénonciation de ce matin qui a forcément ouvert beaucoup d'esprit avec l'explication, l'analyse de Blériot Ninyemek et de tous ceux qui sont autour de nous ce matin. Merci à vous, Blériot. On se dit à demain. À vous, mesdames et messieurs, merci pour la fidélité. Le bonheur et même le plaisir sera un autre quand il sera 10 heures du côté d'Abonoyap pour une autre émission de votre programme Espace Miné. Ne bougez pas, d'ici quelques instants, vous aurez bien sûr le journal en boucle, mais après le journal, l'émission des dames, les Amazones. Mesdames et messieurs, bonne journée à tous.